J'ouvre notre second débat. Il porte sur la diplomatie du séisme, ses conséquences politiques 3 jours après le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, faisant plus de 2600 morts, autant de blessés, principalement dans la région montagneuse de l'Atlas. Avant de débattre du choix du royaume chérifien de refuser pour l'instant l'aide française, mais aussi des conséquences beaucoup plus globales politiques dans le pays, on fait le point sur les secours avec Samia Dechir. 3 jours déjà que secouristes et habitants fouillent sans relâche les décombres des habitations. Des bâtiments détruits vendredi soir par le plus violent séisme qu'ait jamais connu le Maroc. Le dernier bilan fait état de près de 2700 morts et presque autant de blessés. Plus les heures passent, plus l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Les corps de mon fils et de sa femme sont sous les décombres. Il n'y avait personne pour récupérer les corps. Nous vous demandons de faire entendre notre voix auprès des autorités. Nous voulons ouvrir la route. La destruction de routes et de ponts complique l'arrivée des secours dans les localités les plus reculées. Dans la province d'Alaouz, épicentre du séisme, des villages entiers ont été détruits. Jusqu'à Marrakech, des dizaines de familles se retrouvent sans abri. Soins, nourriture, logements d'urgence, les besoins sont immenses. Le Royaume-Uni a proposé son aide. Cette nuit, un avion militaire britannique est arrivé, chargé de matériel de sauvetage et d'équipes de recherche. Au cours des 10 prochains jours, nous allons, en collaboration avec des partenaires d'autres pays, rechercher des survivants et des personnes touchées par l'effondrement des structures dans les zones sinistrées, en utilisant certains de nos équipements de sauvetage spécialisés et nos chiens de recherche. Le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, Royaume-Uni, Espagne, Qatar et Émirats arabes unis. En revanche, le Royaume n'a pas donné suite à l'offre d'assistance faite par la France dans un contexte de relations tendues entre les 2 pays. Le Maroc est souverain. Il est seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin. Nous sommes à la disposition des autorités marocaines et nous leur faisons toute confiance pour organiser les secours. La France reste prête à déployer une aide si le Maroc le demande. Elle a également annoncé une enveloppe de 5 millions d'euros aux ONG présentes sur place. Les conséquences du séisme, notamment politiques, diplomatiques, on en débat tout de suite avec Pascal Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sismologue à l'Institut de géophysique du Globe de Paris. Oui. J'accueille David Assouline. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur de Paris, président délégué du groupe socialiste et membre du groupe d'amitié France-Maroc. Belik Nabli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur de droit à l'UPEC Paris 12, consultant international au cabinet Lysias Partners et auteur de ce livre « Relations internationales, droit, théorie et pratique » qui vient de paraître aux éditions Pédone. On était également en duplex avec Boris Velachiev, qui est architecte, ingénieur, expert en risques majeurs. Bonsoir à vous et bienvenue. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. On va démarrer sur le séisme lui-même, Pascal Bernard. Quelles sont les caractéristiques de ce séisme? Qu'est-ce qu'on sait de la zone touchée? La zone touchée, c'est l'Atlas marocain, le sud de l'Atlas marocain, une zone qui se déforme très lentement d'un point de vue tectonique. Donc ce séisme, en quelque sorte, a une forte magnitude par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Cela dit, les géologues avaient déjà cartographié des grandes failles actives, modérément actives, mais quand elles cassent en gros. Et là, c'est une grande faille, peut-être 30-40 km de long, qui a cassé en quelques secondes et qui envoyait des ondes un peu partout, c'est ressenti jusqu'à des centaines de kilomètres de là. Ouais. Ça veut dire que c'est une zone sismique, mais avec assez rarement, si je vous comprends bien, des tremblements de terre d'une telle puissance, c'est ça? Oui, le Maroc a une sismicité modérée, plus forte que la France, mais moins forte que l'Italie, pour donner une échelle, en quelque sorte. Et donc, des séismes de magnitude autour de 7 ne sont pas improbables. Ils surviennent une fois peut-être, on n'a pas l'histoire, mais on imagine une fois tous les 1000 ans. C'est l'échelle de temps de ce type de séisme, parce que historiquement, on ne connaît pas de telle magnitude au Maroc. David Assouline, vos premières pensées, elles vont, j'imagine, aux familles, elles vont aux victimes. C'est ça que vous voulez peut-être nous dire prioritairement ce soir? Oui, bien sûr. Bon, mon histoire personnelle, je suis né au Maroc, je l'ai quitté quand j'avais 8 ans pour arriver en France. Et le Maroc coule dans mes veines. J'aime manger marocain, j'aime rire marocain, j'ai beaucoup d'amis. Et j'ai tout de suite pensé qu'il y a une injustice. Il n'y a pas que de la fatalité, en fait. Parce que
Bien sûr, ce séisme, il tombe là, et c'est pas les hommes qui l'ont décidé. Mais ce sont les pauvres qui trinquent. Ce sont les pauvres qui meurent, parce que leurs habitations sont très instables, très précaires. Pourtant, il y a des normes antisismiques qui sont censées s'imposer depuis une vingtaine d'années au Maroc. Oui, mais aller dans les villages du sud marocain, alors on est souvent émerveillé par le fait que c'est très typique, très conforme à la façon dont on faisait il y a longtemps, mais ce sont des maisons qu'ils fabriquent de leurs mains et qu'ils reconstruiront probablement de leurs mains aussi, demain. Et bon voilà, donc je pense d'abord à ça, et à cette fatalité, mais aussi à cette injustice, parce que je vois bien que, même à Marrakech, que l'on connaît souvent quand on est français, parce qu'on y va, et dans la Médina, le Mela, notamment l'ancien quartier juif, qui est l'un des plus vieux, vous voyez les constructions, malgré une rénovation, avec l'aide de la France il n'y a pas si longtemps, pour des raisons de patrimoine, de préservation du patrimoine historique, s'est effondré. Mais on imagine dans les campagnes que ça a été absolument terrible. On y reviendra évidemment en détail. Bélig Gnabli, est-ce qu'on peut dire que cette catastrophe, c'est aussi une forme de test pour le Maroc, pour son organisation politique, administrative? C'est aussi à ça que l'on assiste depuis presque 3 jours, depuis 72 heures. Oui, c'est clair, ce genre de crise humanitaire, c'est aussi une manière, ou plutôt l'opportunité, l'occasion de tester les capacités organisationnelles, les infrastructures d'un État. Et là, pour le coup, ça explique pas mal de choses dans ce cas particulier, dans la mesure où le Maroc, comme on le sait maintenant, a sélectionné, a trié. Oui, on y reviendra en détail là-dessus. Voilà, les pays qui pouvaient intervenir sur son territoire pour prêter assistance. C'est aussi, il faut le comprendre aussi comme une manière pour le Maroc de faire la démonstration de ses capacités, de son autosuffisance en la matière. On verra bien s'il passe ce test. Et puis on y viendra. Il y a une dimension plus diplomatique aussi qui va au-delà de la question de l'image du Maroc. Il y a aussi la question des rapports du Maroc avec son voisinage, avec les autres acteurs régionaux et internationaux, dans la mesure où dans ce genre de crise, il y a ce qu'on appelle la diplomatie humanitaire qui se déploie et qui est une manière pour les États de développer leur soft power, d'essayer de dégager une image positive. Alors, c'est ce qui explique là, pour le coup, non pas forcément l'empressement, mais la volonté française d'être présente, d'intervenir, de faire la démonstration précisément d'être un allié proche du Maroc et en même temps d'avoir à déployer un savoir-faire aussi en la matière. Boris Veliachev, l'urgence en ce moment, évidemment, c'est de retrouver des survivants. On avait vu en Turquie, je crois qu'on avait retrouvé une femme survivante 6 jours et demi après le tremblement de terre. Donc voilà, on est encore dans ce délai. Mais c'est aussi d'inspecter toutes les constructions qui tiennent encore debout. Ça fait partie de l'urgence, ça ? Oui, bien sûr. Chaque séisme a ses spécificités. Là, il y a des spécificités liées au séisme lui-même. Puis après, il y a les enjeux qui sont détruits, qui sont touchés. Ici, on a des enjeux particuliers. Alors, on a vu qu'à Marrakech, il y a des quartiers anciens qui ont été touchés, mais les quartiers nouveaux, justement, qui sont soumis au règlement parasismique, qui sont assez récents, puisqu'ils datent de 2002 au Maroc. Eux ont été préservés. Par contre, dans tous les villages de l'Atlas, en fait, des reliefs qui ont été touchés, là, on a affaire, comme ça a été dit, à des constructions qui datent d'avant ces règlements, ou alors qui sont soumis à aucune règle, qui ne dépendent pas de ces règlements et qui sont en plus dans des modes constructifs qui sont différents de ceux de la Turquie. Par exemple, en Turquie, on avait affaire à des bâtiments qui étaient principalement en béton armé, même s'il y avait une mise en œuvre souvent déplorable, ce qui a fait que ces bâtiments se sont effondrés. Disons que quand ça tombe, vous avez des grands pans de murs, des grandes pans de dalles qui peuvent créer éventuellement des espaces dessous pour pouvoir préserver, pour qu'on puisse des poches, pour qu'on puisse retrouver des survivants. Alors qu'au Maroc, on a affaire le plus souvent à des constructions qui sont soit en terre argileuse mélangée à de la paille, soit ce qu'on appelle en maçonnerie non chaînée, avec des petits éléments comme des pierres ou des briques qui sont mises les unes sur les autres. Et tout ça s'effondre comme des châteaux de cartes et ça fait des petits éléments, des petits gravats, ce qui fait que ça laisse beaucoup moins
d'espace pour pouvoir abriter d'éventuels survivants. Donc c'est plus délicat. Par contre, c'est vrai que on le voit d'ailleurs, puisqu'il y a eu un grand élan de solidarité entre Marocains, ça c'est particulier à la culture marocaine, et on voit que les gens arrivent à retirer les gravats presque à la main, ce qui a permis aux gens d'intervenir assez rapidement. Pascal Bernard, il y a encore des risques de séisme? Oui, bien sûr. Oui. Toujours. Des répliques, toujours, oui. Ou de répliques, c'est ce que je voulais dire, pardon. Combien de jours après? Ça peut durer des mois. 5, alors, il y a les répliques ordinaires, je dirais, c'est celles qui ont des magnitudes inférieures. Donc, magnitude ça sera peut-être une magnitude 6. Statistiquement, c'est un petit peu ça, un point de magnitude pour la plus grosse réplique. Magnitude 6, ça peut faire des dommages à 15 km à la ronde. Ouais. Et ça sera dans le voisinage de ce qui s'est passé là, donc dans la zone épicentrale. Il n'est pas encore intervenu, cette réplique n'est pas encore intervenue. Il n'est pas encore intervenue, il y a du magnitude 5, bon, ouais. Et ça, on s'y attend à quelques unités, quelques dizaines. Et puis, il y a le plus long terme, c'est-à-dire à l'échelle, là, c'est à l'échelle de quelques semaines, quelques mois. Et ce qu'on attend peut-être, et ça on l'observe assez souvent, c'est des séismes, on appelle ça en cascade, c'est-à-dire que la grande faille, ok, elle perturbe un petit peu, elle fait des petits séismes autour pendant les semaines et les mois qui viennent. Après, eh bien, le système se réajuste à plus grande échelle de temps et d'espace, et peut-être les failles voisines à 10, 20, 50 km, aussi puissantes, aussi capables finalement, vont se mettre à craquer et à produire éventuellement un grand séisme. Et donc ces séismes en cascade ont des échelles de temps, d'interaction, ça peut être l'année, la dizaine d'années, le siècle. Et comme le cycle de ces failles est très lent, puisque c'est une zone qui casse, je vous l'avais dit, peut-être tous les 1000 ans, tous les 10 000 ans, on ne sait pas très bien de cette zone-là, eh bien, on peut avoir des séismes rapprochés à l'échelle de la dizaine d'années ou la centaine d'années, ce qui probablement justifie le démarrage de grosses études pour voir dans quel état sont les failles voisines. Est-ce qu'elles donnent des signes d'affaiblissement suite à ce grand séisme? Et ça, c'est très important. Oui. On ne peut pas prévoir un séisme. Je repose des questions de base dans ce débat, mais qu'est-ce qu'on peut prévoir? Parce que c'est toujours une question qu'on se pose. Tout dépend de ce qu'on parle. Prévision, c'est très large. On fait des prévisions réussies à long terme. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, cette zone-là est sismique, on a un séisme de magnitude 6 dans cette région-là tous les 100 ans. Ça, on y arrive relativement bien dans beaucoup de pays au monde. Beaucoup de pays sismiques, mais on a ça, dans les 15 jours non, alors à courte échelle de temps, on n'y arrive pas, parce que les phénomènes précurseurs qui annoncent la rupture de la faille sont très rares. On peut dire qu'on les voit nettement une fois sur 10. Voilà. Mais une fois sur 10, parfois, on voit quelque chose qui ressemble à ça et finalement, il ne se passe rien. Voilà. On en est là, on est capable, disons, de dire il y a une menace à la semaine ou au mois ou à l'année, parce qu'il y a tout à coup une activation de tout petit séisme à un endroit. Ça aurait pu se produire là, ça ne s'est pas produit à ma connaissance. Pardon, je vais poser une question de béotien, mais ce que je comprends, c'est que ce n'était pas une zone sismique, vraiment... Si, c'est une zone sismique, c'est une zone de faille. Cette chaîne montagneuse, ce sont des montagnes anciennes, mais toujours actives, jeunes, en quelque sorte. Elles sont rajeunies par le mouvement des failles, et ces failles font que les montagnes se soulèvent toujours, et le soulèvement, en fait, se fait pas lentement, il se fait par à coup, à chaque séisme, mais il fait des grands séismes. Mais sur des périodes de temps qui sont très très longues. Est-ce que les failles étaient étudiées? Est-ce qu'il y avait des relevés sismiques par des équipes marocaines? Il y a même des équipes françaises qui ont travaillé il y a une vingtaine d'années dessus. Il y a une très bonne cartographie de ces failles. Par contre, on ne connaît pas leur activité. Casse-t-elle tous les 1000 ans, tous les 10 000 ans, tous les 20 000 ans? On ne sait pas. Et ça, c'est très important pour dire, un magnitude 7 comme celui-ci, se reproduit-il plus au nord, plus au sud, à quelle fréquence? Et ça demande des études. Et d'ailleurs, mes collègues de Montpellier et en géodésie proposent disons, de travailler sur cette zone-là. Ils ont déjà des réseaux avec le Maroc sur place, et pour l'instant, tout est bloqué. Parce que la collaboration scientifique avec la France n'est pas encore réouverte. David Assouline, oui. Allez-y, oui. Profitez-en, vous avez un sismologue à côté de vous. Ben oui. Donc ça veut dire que cette faille n'a rien à voir avec celle qui a craqué déjà avec Agadir en 1960, ou avec, parce que je suis historien, je m'étais un peu penché sur l'histoire de la région où je suis né, j'ai vu qu'au XVIIe siècle, Fès avait été rasé quasiment, avec des milliers de morts. Voilà. C'est pas les mêmes failles. Alors, c'est pas la même faille, mais c'est le même système de faille. Il faut voir que là, une zone montagneuse, c'est pas une grande faille comme San Andreas en Californie. C'est des petits segments qui sont raboutés les uns aux autres, qui fonctionnent comme ils peuvent. Globalement, c'est comme s'il y avait une seule faille, mais elle casse par petits morceaux segmentés.
Et donc c'est le même système. Donc c'est pas Milan, parce que... ah non, mais là, je parlais des Milan dans cette zone-là, à l'échelle de 50-100 km. Agadir, c'était... 1960. C'est ça, tout début des années 60. Et Alocema, c'était 2004. Ouais, voilà. Et alors, ça pose quand même la question de la capacité d'un État, on y revient au stress, etc., enfin, une sorte de test politique, la capacité d'un État face à une catastrophe comme celle-là, donc la difficulté de la prévision, les questions de formation, les questions de normes antisismiques. Je me tourne vers Boris Veliachev là-dessus, parce que je crois que vous avez séjourné au Japon. Alors évidemment, les deux États sont absolument pas comparables en termes de richesse, de développement, etc., mais dans la culture du séisme, qu'est-ce qu'on peut dire du Japon ? Bien sûr, c'est l'un des rares pays où on peut observer ce qu'on appelle réellement une sorte de culture du risque. C'est dans leur culture, c'est intrinsèque. Il faut savoir que toutes les grandes périodes historiques japonaises, si on regarde au milieu entre deux périodes, il y a souvent une grosse catastrophe, souvent un séisme d'ailleurs ou une éruption volcanique, qui fait que ça redémarre l'économie, ça relance, même si c'est un énorme désastre, il y a une reconstruction qui se fait après, que le pays repart dans une nouvelle période. Donc les Japonais, depuis toujours, sont très liés à ces événements, à ces aléas naturels en fait. Et donc ils apprennent ça très jeune, c'est qu'il y a une éducation. Il faut savoir, je raconte toujours une histoire, je vais essayer de faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand je suis arrivé au Japon, moi-même, je me souviens, je me suis retrouvé tout seul dans une pièce où il y avait une femme âgée qui avait des difficultés à se déplacer, un petit enfant de 6-7 ans, et puis j'étais avec eux, on regardait la télé, et puis s'est déclenché un séisme d'une intensité un petit peu moindre que heureusement que celle de Marrakech, mais enfin un séisme quand même important. La maison s'est mise à trembler, le lustre s'est mis à se balancer, etc. Et le petit enfant de 6-7 ans s'est relevé très rapidement, il est allé couper le gaz, couper l'électricité, il a ouvert les portes, les fenêtres, il a mis quelque chose sur la tête de sa grand-mère qui ne pouvait pas se déplacer, il m'a invité à aller sous la table. Et tout ça dans un temps record et un calme olympien. J'ai été vraiment surpris et halluciné de cette réaction. On voit que très jeunes, ils sont éduqués à savoir réagir. C'est très important parce que ça permet de réduire considérablement le nombre de victimes en cas justement d'aléas majeurs. Je ne cherche pas à pointer des responsabilités, Bélik Nabli, mais il n'y a pas cette culture du séisme au Maroc. Ce n'est pas non plus le même niveau de risque sismique, sans doute. Mais est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent en ce moment au Maroc qui posent ces questions-là ? Sur est-ce qu'on a mis suffisamment de normes antisismiques ? Est-ce qu'on a suffisamment formé les populations à se préparer ? Vous voyez ce que je veux dire, à se préparer face à ce risque ? Non, là, incontestablement, on est encore dans l'urgence. Oui. On est encore dans les dernières heures, on peut encore sauver des vies. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que je sais, c'est 72 heures. Donc là, jusqu'à demain matin, on peut encore sauver des vies. Donc c'est ce qui est inscrit à l'agenda de tous les Marocains. Donc on est dans l'urgence. On est dans le deuil aussi, donc on n'est pas encore dans le questionnement et dans la posture critique. Ça viendra certainement. Est-ce que ça viendra ? Oui, ça viendra, mais je pense dans une version marocaine. C'est-à-dire, ceux qui seront visés seront des responsables administratifs, des entrepreneurs qui auraient mal fait leur travail à cause de la corruption, mais pas la figure du roi. Mohamed VI, traditionnellement, échappe pour grande partie à toute forme de critique. D'abord parce qu'il y a quand même un risque politique et pénal qui irait avec certaines critiques. Et puis, culturellement aussi, c'est assez intégré le fait qu'on ne critique pas le roi comme étant le responsable finalement des malheurs liés finalement à la nature ou des faits politiques ou autres. Donc voilà, il y aura ce débat-là, cette forme de critique. Il y a un début c'est pas une démocratie au sens pluraliste et libéral du terme, mais il y a la capacité au Maroc de développer une opinion publique avec toujours cette exception, ce bémol à l'égard de la figure monarchique qui ne fera pas l'objet d'une critique particulière, je pense. Alors on parle de diplomatie du séisme dans ce débat. C'était une expression qu'on avait déjà employée au moment du tremblement de terre en Turquie. On va voir qu'il en est de même depuis 3 jours au Maroc avec Alexandre Poussard qui va me retrouver sur ce plateau. Rebonsoir Alexandre, avec une aide internationale, on peut dire au compte-gouttes.
Effectivement, on l'a dit, seulement 4 pays sont autorisés par l'État marocain à apporter une aide sur le terrain. Il s'agit du Qatar, du Royaume-Uni, de l'Espagne et des Émirats arabes unis. Alors pourquoi ce choix ? Eh bien, les autorités marocaines se sont justifiées dans un communiqué. Elles expliquent qu'elles ont procédé à une évaluation précise des besoins sur le terrain en tenant compte du fait que la non-coordination dans de telles situations pourrait être, je cite, contre-productive. Alors donc ces pays autorisés ont commencé à se déployer. Un avion du Qatar chargé de colis d'urgence a décollé ce week-end d'une base aérienne de Doha. Côté britannique, des avions militaires chargés de matériel de sauvetage ont atterri à Marrakech avec une équipe de spécialistes pour retrouver les survivants. L'Espagne, de son côté, va mobiliser plus de 80 secouristes et une unité espagnole spéciale d'urgence est déjà en train de travailler, de commencer les recherches à Talat En Yacoub. C'est une commune proche de l'épicentre du séisme. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense espagnol précise la mission qui a été confiée par l'État marocain aux secouristes espagnols. Je le cite, outre le travail de localisation des victimes du tremblement de terre, eh bien, cette unité accueillera et coordonnera le reste des équipes internationales dans la zone d'urgence. Et d'autres pays sont prêts à offrir leur aide au Maroc. Oui, des dizaines et des dizaines de pays ont proposé leur assistance. Alors, outre la France qui a proposé son aide et qui va débloquer 5 millions d'euros pour les ONG, eh bien, les États-Unis ont assuré qu'elles étaient prêtes à fournir une assistance sur place en hommes et en matériel. Le président Joe Biden l'a confirmé. Israël également, avec qui le roi Mohamed VI a rétabli une relation diplomatique, a proposé son aide. On va écouter le Premier ministre israélien. L'État d'Israël fournira toute l'assistance possible au Maroc, y compris, s'il le souhaite, une équipe de recherche et de sauvetage pour les assister. L'État d'Israël est aux côtés du Maroc en ces temps difficiles. Voilà, et parmi les autres pays qui proposent leur aide au Maroc, on peut citer la Belgique qui comprend une forte communauté marocaine, la Turquie qui a proposé d'envoyer près de 300 secouristes et 1000 tentes d'urgence sur place. Et on peut également citer l'Algérie qui a rouvert les couloirs aériens avec le Maroc et qui propose une aide. Alors pour l'instant, elle n'est pas acceptée par le Maroc et ça paraît compliqué quand on connaît les relations très tendues entre les deux pays. Alors est-ce que ces autorisations au compte-gouttes peuvent bloquer l'intervention d'ONG sur place? Eh bien, pas forcément. Par exemple, il y a certaines ONG françaises indépendantes qui ont déjà commencé leur intervention. C'est le cas, par exemple, du Secours Populaire qui a déjà envoyé 4 secouristes à Agadir et 150 000 € de dons à des associations locales. Regardez ce que dit le responsable du Secours Populaire. Je le cite, « Nous n'avons pas besoin du feu vert des autorités pour intervenir. Nous ne répondons pas à un appel de l'État marocain car nous travaillons directement avec des associations locales grâce aux liens anciens tissés entre nos fédérations départementales. Et en revanche, eh bien, certaines ONG dépendent du feu vert de Rabat et des relations entre les États. C'est le cas de Secouristes sans frontières. Je vais citer là encore sa responsable. Nous ne sommes pas une ONG indépendante et nous ne partons pas si le pays ne fait pas une demande d'aide internationale. Donc la balle est quand même dans le camp de Rabat pour accélérer le déploiement de l'aide humanitaire. Merci beaucoup Alexandre Poussard. C'était très détaillé, très complet. Merci. Je me retourne vers vous, Beling Nabli. C'est quoi l'objectif du Maroc? Pourquoi ces 4 pays? Comment on peut l'analyser, l'expliquer? C'est vrai que c'est assez significatif, ces 4 pays vis-à-vis desquels le Maroc s'est rapproché de manière très significative ces dernières années autour d'un axe, autour de 2 axes ou 2 dossiers. Le dossier du Sahara occidental d'une part et le dossier du rapprochement avec Israël d'autre part, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et là, si vous prenez en considération ces 2 prismes, ces 2 références, vous comprenez grosso modo la liste des 4 pays. Oui. C'est vraiment 4 pays qui se sont plus ou moins alignés sur ces 2 axes très forts de la diplomatie rénovée du Maroc. Boris Veliachev, je recherchais votre nom, pardon. Est-ce que le fait de refuser ou de retarder, on va dire ça comme ça, l'aide internationale, pour mieux l'organiser, parce que c'est l'argument qui est donné par le régime marocain. Est-ce qu'on peut entendre cet argument? Est-ce que c'est inhabituel ou pas, ça?
Non, c'est pas inhabituel. Ça a été le cas aussi au Japon après le tsunami de 2011. Il y a énormément d'aide qui a été proposée et le Japon a pris vraiment cette aide avec parcimonie parce que il faut savoir que si tout le monde arrive en même temps avec plein de matériel, plein de gens dans toutes les directions, il est certain que ça peut gêner. Ça a été le cas dans plusieurs désastres d'ailleurs. Je me souviens par exemple que durant les inondations au Pakistan, il y avait des équipes qui étaient, il y a plein de gens qui sont venus et il y a des équipes qui s'étaient mises à dresser des tentes pour pouvoir vacciner des populations. Alors personne ne leur avait demandé et ça gênait la circulation en fait des secours. Donc ça demande une organisation certaine et c'est le Maroc est un État souverain, c'est à lui d'évaluer les besoins qu'il a le plus rapidement possible, on le souhaite. Hein. Et puis aux pays comme la France et autres qui n'ont pas encore été appelés à se tenir prêts à un éventuel appel. Mais disons qu'après c'est au Maroc de décider. La France a évidemment immédiatement proposé son aide. Emmanuel Macron l'a fait savoir, c'était depuis le sommet du G20 à New Delhi. On écoute. Envoyer à Sa Majesté le roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Et nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour, ensemble avec la France, justement marquer aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte. Mathieu, il faut expliquer ce qui est en train de se passer. Évidemment, c'est un signe de relations entre la France et le Maroc qui ne sont pas bonnes, le fait que le Maroc n'ait pas placé la France dans cette première liste de pays appelés à l'aide. C'est une attitude qui a surpris tout le monde ici. Parfois, dans des élans, il faut le dire aussi, un peu auto-centré, il faut le reconnaître, un peu indécent, comme si le principal problème était de savoir si l'aide française était acceptée plutôt que les scènes auxquelles on assiste là-bas sur le terrain. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe entre les images de désolation, voire d'extrême dénuement qu'on peut voir dans certains reportages, et puis ce refus d'une main tendue par la France, mais pas que. Hein. Alors, notre orgueil national en a pris évidemment pour son grade, d'autant qu'on vient de le rappeler, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Émirats, le Qatar, eux, sont sur le terrain, tandis que nous, nos sauveteurs, nos équipes, qui savent aussi faire le boulot, hein, restent sur le pont. Officiellement, c'est-à-dire si on écoute les voix officielles, les communiqués officiels, là aussi ça a été rappelé, il n'y a aucun problème, pas de querelle déplacée, a dit la ministre des Affaires étrangères ce matin, Catherine Colonna, tandis que le royaume chérifien, par la voix de son ministère de l'Intérieur, a expliqué qu'au fond la préoccupation, et vous y avez fait allusion, était d'ordre logistique pour identifier les besoins, organiser les secours et éviter une forme de ce qu'on pourrait appeler une suraccident par le fait que trop de gens soient présents. La France, je l'ai dit, est d'ailleurs pas la seule à rester sur le banc, et puis on l'a vu avec tous les drapeaux des pays qui ont proposé leur aide. Mais, et c'est une particularité, nous sortons quand même d'une période où les relations diplomatiques entre les deux pays ont été très abîmées. Alors, on va détailler ce qui ne fonctionne pas entre les deux pays. Mais d'abord, c'est pas nouveau. Déjà sous le quinquennat de François Hollande, que les Marocains avaient surnommé l'Algérien au moment de son élection pour ses liens supposés de grande proximité avec le pouvoir algérien plutôt qu'avec le pouvoir marocain. La relation s'était vraiment tendue sous le quinquennat de François Hollande et notamment autour de questions de sécurité. Mais avec Emmanuel Macron, ça ne s'est pas arrangé, au point qu'au mois de février dernier, dans un discours sur la relation entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron avait été interrogé par un journaliste marocain. Il avait répondu que les relations personnelles étaient amicales avec Mohamed VI. Et 3 jours après, dans Jeune Afrique, le gouvernement marocain, par la voix d'une source anonyme, mais du gouvernement marocain, avait dit que les relations n'étaient ni amicales, ni même bonnes, ni entre les gouvernements, ni entre les deux palais. Alors, les griefs, ils sont très nombreux de part et d'autre. Paris reproche au Maroc depuis longtemps son manque de coopération sur la sécurité, mais aussi dans la gestion et l'accueil des ressortissants marocains qui sont expulsés de France et que le Maroc ne veut pas forcément reprendre. Et puis, même s'il ne s'en est jamais pris au royaume chérifien directement sur ce dossier, il y a quand même un petit problème, c'est que, vous vous souvenez, le consortium international de journalistes a révélé qu'un logiciel espion fabriqué en Israël, qui s'appelait le projet Pegasus, avait été
utilisé ou en tout cas commandé par certains pays, dont le Maroc, et qui avait mis dans son viseur des portables officiels, dont le portable du président de la République, Emmanuel Macron. Donc ça, c'est les griefs côté français, côté marocain maintenant. Eh bien, à Rabat, on a très peu apprécié pour le coup les mesures de rétorsion qui avaient été prises par le gouvernement français dans cette fameuse question des ressortissants marocains qui n'étaient pas acceptés. Vous savez ce qu'avait fait Paris, hein, on avait sucré tous les visas, on l'avait fait pour le Maroc, on l'avait fait pour l'Algérie, on l'avait fait pour la Tunisie. Mais alors ça a été rétabli en décembre dernier, mais ça a quand même empoisonné la relation diplomatique. Et puis, il y a ce dossier que vous avez évoqué, qui est le refus de la France de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Espagne l'a fait, que le Royaume-Uni est vraisemblablement en passe de le faire. Mais on voit que ça n'explique pas non plus toute la géopolitique de l'aide, puisqu'il y a des pays qui l'ont reconnu et qui ne sont pas non plus. Beguine, cette question du Sahara occidental, ça fait combien d'années qu'elle complique, on va dire, les relations entre la France et le Maroc ? Déjà, c'est la priorité de l'activité diplomatique marocaine. C'est le dossier prioritaire, obsessionnel même, du point de vue marocain. Donc la position de... C'est-à-dire qu'il faut analyser les relations, pardon de vous interrompre, du Maroc avec presque n'importe quel autre pays à l'aune de cette question du Sahara occidental. De fait, c'est obsessionnel, c'est presque existentiel. C'est-à-dire que pour le royaume marocain, il existe internationalement à travers son territoire et il a une représentation de ce territoire. Sauf que cette représentation-là inclut le territoire dit du Sahara occidental, ce qui n'est pas encore reconnu à l'échelle internationale, ni à l'échelle de l'ONU, ni à l'échelle des grandes puissances mondiales. Toutefois, depuis ces dernières années, on a affaire à une offensive diplomatique marocaine qui commence à porter ses fruits, qui se traduit par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ce territoire, avec des dates ou des actes clés, puisque les États-Unis de Donald Trump l'ont fait, Israël de Netanyahou l'a fait. Et donc, il y a un effet domino et manque à l'appel la France et le Maroc gardent à l'esprit. Pardon ? L'Espagne, oui. L'Espagne l'a fait, qui a aussi un passé colonial comme la France vis-à-vis du Maroc. Donc voilà, c'est cette absence-là qui fait mal d'une certaine manière. Mais en même temps, il faut bien savoir qu'une relation bilatérale, elle ne peut pas se concevoir qu'à l'échelle des deux États concernés. Elle s'inscrit à la fois à l'échelle régionale et internationale. Et à l'échelle régionale, qui dit relation bilatérale entre la France et le Maroc, dit forcément la relation ou la question entre la France et l'Algérie, évidemment, grande puissance régionale. Oui. Et l'autre élément aussi qui fait que ce dossier prend une certaine résonance aujourd'hui, c'est du côté français, c'est que on a aussi un côté effet domino. On a l'impression d'être exclu de la zone subsaharienne à cause des coups d'État qui sont succédés au Burkina Faso, Mali, Niger, etc. Et là, on a l'impression d'être rejeté, au moins sur le plan diplomatique, par le Maroc. Et l'impression cumulée commence à nourrir plus qu'un malaise, peut-être une réalité, ce déclassement du poids de la France dans un espace où il régnait du point de vue de son influence. Est-ce que vous craignez ce déclassement ? Est-ce que vous reprenez cette formule, David Assouline ? Oui et non, parce que du point de vue des relations économiques, elles n'ont jamais été aussi bonnes, on va dire. Les relations commerciales, les échanges, etc. Et donc les Français sont là. Donc, il y a toujours beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent au Maroc. Et très souvent, on dit que la politique, c'est la mise en évidence et en œuvre de ce type de relations politiques quand il s'agit d'État. Bien, pas là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer d'analyser, c'est qu'outre tout ce qu'on vous avez très bien exposé, le Maroc est un État souverain qui essaye d'envoyer le message qu'il peut faire sans la France. Ça vous choque, ça ? Même si je suis d'accord avec Mathieu, c'est pas l'élément le plus important depuis 3 jours. Moi, je veux que ces relations politiques se réchauffent et rentrent en adéquation avec la relation entre ces peuples. Parce que le grand écart, c'est que j'ai été bouleversé même par la solidarité qui s'exprime en France tout de suite. C'est comme presque si ça se
passé dans un département français un peu éloigné, certes, mais donc c'est vécu, ce séisme, avec beaucoup plus d'émotions, de sentiments de solidarité, d'envie de faire, que pour d'autres séismes dans le monde. Donc il y a cette solidarité. Ça, faut appeler à cette solidarité, qu'elle se renforce, et elle n'est pas freinée. C'est-à-dire qu'il y a des ONG, et ça va passer aussi par les ONG. Les dons, il ne faut pas dire aux Français, attention, ils vont être bloqués en France. Tout ce qu'ils vont donner, tout ce qu'ils vont faire. Oui, on l'a vu avec le Secours Populaire, bien sûr, c'est vrai, de la Fondation de France, il y a beaucoup d'associations qui vont utiliser cet argent. Et puis, après, le deuxième jugement, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est en train de refuser une aide qui serait vitale parce qu'il n'y a pas les capacités de l'avoir autrement ? Quand on voit les dizaines, voire centaines de pays qui veulent faire et qui ont des capacités au moins cumulées aussi grandes que la France, c'est pas au détriment du secours des populations, je pense. Le fait mais il y a probablement un message qui est le message vous avez été ancienne puissance coloniale, on a des relations remarquables, mais vous ne pouvez pas penser que c'est sans contrepartie et sans échange, notamment par rapport à la relation avec l'Algérie, puisque la France... moi, j'ai quand même été choqué. Grosso modo, choisissez, quoi. Choisissez. Mais est-ce que vous vous dites que la France devrait reconnaître le Sahara occidental marocain ? Moi, je pense qu'il faut que sur cette question, la France bouge, de toute façon, et revoie sa position à l'aune de ce qui se passe dans cette région et du développement et de la façon dont les populations doivent vivre les choses elles-mêmes. Je vais vous donner un petit exemple de choses qui m'ont choqué dans cette relation. Il y a dernièrement, ça a beaucoup ému dans la population marocaine. Il y a 2 jeunes qui ont été tués par l'armée algérienne parce qu'ils sont rentrés dans les eaux territoriales en faisant du scooter des mers. Vous voyez le truc, c'est 2 jeunes de 20 ans qui étaient franco-marocains. Je ne comprends pas, ils sont français. Pourquoi la France n'a pas parlé avec un peu de force là-dessus ? Imaginez 2 jeunes Français qui ont été tués. Et c'est là qu'on voit aussi ce qui est ressenti au Maroc comme façon de ne pas traiter tout le monde de la même façon. Boris Veliachev, je reviens vers vous sur la période actuelle, c'est-à-dire ces journées où il y a encore un espoir de trouver des survivants. Est-ce que, et je reprends ce que nous disait le sénateur Assouline, est-ce que le fait de refuser ou de retarder l'arrivée de sauveteurs peut avoir des conséquences ? Ou est-ce que, effectivement, parce qu'on entend qu'il y a beaucoup de villages isolés, moi, en étant très basique, je vais dire, plus il y a de sauveteurs, plus il y a de chances de retrouver des survivants. Oui, évidemment, il y a toujours une question de moyens, mais disons que le Maroc, je pense, est assez souverain et un pays qui a assez de moyens. Ils ont une armée organisée, ils ont du matériel, ils vont faire appel à de l'aide de toute façon. Donc, se précipiter tous ensemble, je ne sais pas si ça résoudrait plus rapidement le problème. Et on est obligé de respecter en fait leur évaluation des besoins qu'ils auront. Donc c'est difficile de s'immiscer dans ce genre de débat en fait. Est-ce que Beligh Nabli, le roi, on parlait de Mohamed VI tout à l'heure, dans cette décision de on va dire accepter 4 pays et seulement 4 pays pour l'instant, est-ce que c'est le roi qui prend une telle décision dans le système politique marocain ? Du point de vue constitutionnel, tout ce qui relève du régalien, le monarque Mohamed VI demeure l'autorité de référence. C'est lui qui décide, c'est le pouvoir décisionnaire. Ouais. Donc les questions diplomatiques de cette nature, bien sûr que c'est lui qui a arbitré, tranché et décidé. D'accord. Je vous propose un témoignage. On va revenir un peu à la situation d'urgence justement dans ces villages les plus isolés. Écoutez, cet habitant d'Imin Tala, il réclame de l'aide. Les gens sont très déprimés ici. Le village d'Imin Tala est complètement démoli. Il n'y a plus personne pour les aider. Leur falaise leur est tombée dessus. Les gens sont encore sous les décombres. Personne ne peut enlever les pierres. Et les autorités n'ont pas encore envoyé le matériel pour les enlever, puisqu'elles ne l'ont pas fait depuis 3 jours. On sent l'odeur des cadavres partout. C'est dommage que les autorités n'aient pas aidé ces gens.
Béline Nabli, il faut peut-être expliquer la difficulté d'acheminer les secours dans certains de ces villages les plus reculés. On comprend évidemment la réaction de cet habitant, mais il y a des routes qui elles-mêmes ont été totalement détruites, c'est ça? Oui, les images sont assez parlantes, c'est un relief qu'on connaît assez bien, caractéristiques, montagneux, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est aussi l'une des clés de compréhension de la position marocaine. Il y a une part de rationalité dans leur communiqué officiel qui consiste à dire on ne peut pas accueillir toute l'assistance internationale parce que ça serait contre-productif. Vous imaginez les camions qui... Il n'y a pas les voies. Oui, si les routes ne sont pas rétablies, à quoi ça sert? Elles ont été elles-mêmes affectées, donc les infrastructures, même relativement développées, ont été atteintes et ne peuvent pas assurer l'acheminement de l'aide internationale. Donc, encore une fois, je trouve que le discours actuel du Royaume marocain a une part de politique internationale. Il y a un message qui est envoyé à tel ou tel partenaire, la France comprise. Et il y a une part aussi de rationalité qu'on peut très bien comprendre pour un État qui est à la fois un État souverain, naturellement, mais surtout, qui est un État qui revendique un leadership régional. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on dit c'est un État souverain, de fait, bien sûr que c'est un État souverain. Mais surtout, il essaie de faire la démonstration d'être un grand dans cette région. David Assouline. Oui, je crois que ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est-à-dire qu'il y a une part de message. Et quand on connaît le Maroc, on sait qu'il y a un certain honneur à montrer que malgré la misère, c'est un État qui est en capacité, même on l'a vu du point de vue médical, la façon dont les dons du sang sont récoltés, la mise en mouvement de tout un tas de services de santé qui n'existent pas dans des pays, disons, moins développés. Ils ont ces capacités et de dire que quand il y a autant de propositions d'aide sur les domaines où ils peuvent avoir des difficultés d'État, ils sont en capacité aussi de dire que comme tout le monde ne peut pas arriver en même temps, c'est un tel ou un tel. Et c'est là qu'il y a peut-être le message diplomatique quand on n'a pas mis en haut de la liste la France, alors que l'on sait très bien que c'est la France qui, du point de vue culturel, du point de vue de ses relations, y compris de population franco-marocaine ici, de liens avec les familles là-bas, même quand on sait qu'il y a 4 millions de touristes français qui vont au Maroc ou qui ont été... on peut se dire c'est naturel de dire d'abord la France. Eh bien, la relation diplomatique fait qu'aujourd'hui, c'est pas naturel. Oui. Mais je répète, je ne pense pas que c'est au détriment, avec les éléments que j'ai, bien sûr, je n'ai pas tout, que c'est au détriment du sauvetage de population, puisque les États qui ont été retenus peuvent le faire, qu'il y a ces problèmes d'infrastructure pour arriver sur les lieux, et que tout ça sont des explications rationnelles. C'est peut-être ça qui brouille un peu notre lecture des choses. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation à garder à l'esprit dès lors qu'on parle de relations internationales ou d'un fait international. Vous avez d'un côté les monstres froids que sont les États. Et vous avez de l'autre les humains, les individus, qui, eux, peuvent entretenir des relations par-delà les frontières. Il y a effectivement une communauté marocaine qui est transnationale, c'est-à-dire qui vit à la fois en France et au Maroc. Et vous avez des Français résidents permanents au Maroc. Bon, naturellement, qu'on imagine très bien qu'ils vivent d'une manière très particulière ce qui se passe. Puis, de l'autre, vous avez des États qui ont un agenda particulier, qui vont au-delà de l'urgence, qui pensent leurs intérêts à long terme, et ces intérêts à long terme ne sont pas affectés par la situation aussi dramatique que celle-ci. Ce sont des monstres froids, pour reprendre l'expression de Nietzsche. Parlant des États. Oui, tiens, je vous propose un dernier élément, parce que peut-être en nous écoutant, vous dites est-ce que j'aide ou pas les habitants du Maroc. Un tout dernier témoignage. Elle s'appelle Karine Moll, elle est responsable des urgences à la Fondation de France. Elle était ce matin sur France Inter. Elle parle de l'effet de falaise. Vous allez comprendre pourquoi on doit aider les Marocains.
souvent ce qu'on observe après une catastrophe, un grand élan de générosité, les financeurs qui arrivent, et puis au bout de 6 mois, vous voyez, c'était la Turquie il y a 6 mois, un an avant, c'était l'Ukraine. Les gens oublient, les financeurs s'en vont et les associations se retrouvent tout d'un coup sans moyens, au moment même où il faut passer au travail le plus coûteux, la reconstruction, la réhabilitation des écoles, la relance économique des populations. C'est ce qu'on appelle l'effet falaise, et c'est pour ça que l'argent que nous collectons, nous en consacrons une partie à l'aide d'urgence immédiate, bien sûr, mais nous gardons aussi en perspective cette phase où les associations vont avoir besoin plus que jamais de notre aide pour penser l'avenir. Voilà, je voulais terminer ce débat avec ce témoignage. Merci à tous d'y avoir participé. Je vais rappeler le titre de votre livre, Belegh Nabli, Relations internationales, droit, théorie et pratique. Il vient de paraître aux éditions Pédone. Voilà, je vous dis à demain, 18h, 22h sur Public Sénat. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Notez également l'invité politique d'Oriane Mancini demain matin. C'est Jean-François Copé, l'ancien ministre et maire, actuel maire LR de Meaux. Belle soirée.